Et voilà. Est-ce que si je mets en plein écran, vous voyez? C'est bon? Non, ça a sauté, c'est ça? Ah là là! Alors, attendez. Désolée. Bon, bah, je peux pas mettre en plein écran, mais comme ça, c'est pas mal. Alors, c'est parti. Bah, bonsoir. Bonsoir à toutes. Bonsoir à tous. Merci pour avoir répondu au rendez-vous de cette série de rencontres que j'ai proposée pendant le printemps et du coup ce début d'été 2026. Alors ce soir, je suis très contente de vous retrouver pour vous parler d'une thématique qui m'est chère, une thématique qui a été mon sujet d'étude de ces dernières années, un de mes sujets d'étude de ces dernières années. Ce que on peut appeler l'énergétique traditionnelle en réalité. On va voir, ça peut s'appeler autrement aussi. J'ai utilisé cette terminologie pour que ça parle au plus de personnes, mais c'est pas la terminologie exacte. Mais donc, on va parler de ce qu'on appelle l'énergétique traditionnelle couramment. Et puis, on va parler de ça dans le contexte d'une santé vivante. Donc, l'énergétique traditionnelle pour une santé vivante. Donc, cette thématique de rencontre. Je la propose à la suite d'une autre rencontre qu'on avait fait du coup il y a environ un mois. Donc si vous avez envie de suivre l'autre qui est un petit peu qui va compléter la rencontre de ce soir, je vous la mettrai aussi. Elle sera sur la même page du replay que cette rencontre-là. Donc vous pourrez rechercher. Puis si vous regardez la vidéo depuis YouTube, vous pourrez retrouver, parce que je vais les héberger sur YouTube, les vidéos. Donc, vous pouvez retrouver l'autre rencontre qui peut enrichir également le sujet. Donc, cette thématique, elle rentre aussi dans le contexte et en résonance avec mon livre qui est sorti il y a 2 mois maintenant, le grand livre de la médecine traditionnelle européenne. Voilà, donc en fait, ce qu'on va explorer aujourd'hui, c'est une partie de ce que j'explore dans mon ouvrage. Et puis, du coup, je vais juste peut-être commencer par me présenter aussi pour les personnes qui ne me connaissent pas, brièvement. Je vais aller brièvement à l'essentiel. Donc, je m'appelle Camille Peloux. J'ai plusieurs casquettes. Je suis naturopathe de formation, formée au Sénato à Paris, il y a maintenant plus de 10 ans. Je suis aussi arboriste, paysanne arboriste. J'ai une certification aussi puisque je cultive les plantes médicinales. Et donc j'ai enrichi ma pratique de naturopathe d'une formation en herboristerie et d'une formation en culture de plantes médicinales selon des techniques de régénération du sol. Et puis je suis aussi quelqu'un qui aime beaucoup la beauté, donc je fais des photos. Donc tout mon site internet, voilà, vous avez les belles photos qui sont sur le site internet. Et mes sujets de prédilection, c'est de l'étude ethnobotanique, donc de recherche de savoir sur les plantes médicinales et sur des pratiques médicinales dans diverses traditions. Et puis, j'aime aussi me poser des questions sur la manière dont on peut accompagner l'être dans sa globalité pour une santé, mais aussi un mieux-être ou voilà, ce qu'on pourrait appeler la guérison. Sur tous les plans de l'être, c'est des sujets qui me questionnent, qui m'interrogent, qui me fascinent. Donc, j'ai pu rencontrer plusieurs guérisseurs traditionnels de différentes cultures différentes. J'ai fait, je disais deux mots les mêmes, différentes cultures différentes. Donc, ça, c'est mes passions, rechercher, rencontrer des personnes qui se dédient aux soins et aux plantes médicinales, euh, avec une vision sensible du vivant et une vision sensible et globale de l'être humain. Ça, c'est mes sujets de prédilection. J'ai été enseignante en école professionnelle à Lausanne pendant 8 ans. J'ai été responsable pédagogique de cette formation pour le module de médecine traditionnelle européenne. Donc, en gros, j'emmenais des étudiants aux examens fédéraux suisses. J'ai réformé des programmes, j'ai créé des cours. Et c'est ça aussi, c'est tout ce support de recherche qui m'a aidé à créer ce livre, Le Grand Livre de la médecine traditionnelle européenne. Je suis originaire des Alpes françaises, d'un petit village qui s'appelle Combloux, d'où vient mes lignées de sang depuis de très nombreuses générations. Mais maintenant, j'habite au Mexique depuis maintenant 6 ans.
on va dire la plus grande partie de l'année, auprès de mon compagnon et de mes animaux. Donc voilà, je suis un petit peu entre les deux mondes et avec pas mal de sujets de recherche et d'exploration. Donc la rencontre de ce soir sur la thématique de l'énergétique traditionnelle pour une santé vivante, elle fait écho avec ce livre, du coup. Et elle fait aussi écho avec une formation que je propose. C'est une formation pour un petit groupe de 10 personnes qui vient de commencer. Il y a déjà 8 inscrites, donc il reste 2 places. Et c'est une formation sur 16 mois, mentorée, jusqu'à septembre 2027, et qui permet en fait d'enrichir vos pratiques d'herboristerie de naturopathie. Donc c'est pour les professionnels ou pour les médecins, ou pour les praticiens de santé, ou pour les personnes qui sont dans l'accompagnement, qui cherchent à enrichir leur pratique, ou pour toute personne que ça intéresse. Mais ce n'est pas une formation professionnalisante dans le sens où ça ne vous donne pas la possibilité d'exercer si vous n'avez aucune formation préalable. Pour autant, ça vous permet d'enrichir votre pratique de ces savoirs si précieux, si merveilleux et qui proviennent de notre patrimoine culturel. Et donc, ça apporte une densité, ça permet de reconnecter à un rhizome très ancien, ça permet d'ancrer nos pratiques de naturopathie et d'usage de plantes médicinales dans un contexte qui est issu de notre culture. Et ça permet d'apporter une vraie richesse dans l'accompagnement. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez tout simplement m'écrire après la rencontre. J'ai une page dédiée sur mon site internet que je viens de faire pour vous en parler. Jusqu'à présent, c'était voilà, en parlant comme ça que j'ai eu des inscrits et j'ai décidé de faire quand même une page internet pour en discuter pour les 2 dernières places qui restent. Alors, c'est parti. Du coup, je reparlerai peut-être de la formation à la fin si ça vous intéresse. Il y a des personnes qui ont des questions. Euh, oui, j'avais juste créé ce petit slide pour dire que c'est une formation hybride. Donc, il y a des contenus qui sont à la fois enregistrés à l'avance, mais il y en a d'autres qui seront dispensés en live. Il y aura des temps de cas pratiques, des temps de questions-réponses. Et il y a aussi des stages en présentiel. Donc, c'est une formation hybride sur 16 mois. Alors, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Donc moi, ce que j'appelle l'énergétique dans le contexte de cette conférence, de cette rencontre, c'est une définition qui demande à être précisée parce qu'en fait, dans la terminologie énergétique, il y a plusieurs sens. Selon le contexte dans lequel on va utiliser ce terme d'énergétique, ça veut dire plusieurs choses. Si on est dans un contexte de science, euh, de mathématiques, de physique, de chimie, le terme énergétique, il va vraiment nous indiquer soit la mesure de, enfin, un mouvement entre deux entités. Donc, ça va être, par exemple, mesurer l'énergie, un flux, comment on crée de l'énergie. Ça peut être aussi se poser la question comment je crée de l'énergie au sein de mes cellules, ce qu'on appelle l'ATP, qui est, par exemple, mesuré aussi dans la dépense d'énergie sous la terminologie de calories. Donc, en fait, dans la physique, dans la chimie, dans la- les mathématiques, la terminologie énergétique, elle n'a pas du tout le même sens que, par exemple, si on va parler d'énergétique dans un contexte plutôt d'holistique, donc dans le milieu, par exemple, des médecines complémentaires ou dans le milieu des médecines alternatives ou dans le milieu des médecines traditionnelles. La terminologie énergétique, bien souvent, elle fait référence au principe d'énergie vitale. Donc, c'est un principe c'est comme si enfin, c'est une vision, ce qu'on appelle vitaliste. Donc, c'est une philosophie qui est très ancienne, qu'on dit vitaliste, qui en fait fait référence au fait qu'on considère que tout dans la nature, tout dans le vivant est régi par une force de vie, est régi par un, un élan de vie qui habite toute chose vivante et que quand cet élan de vie disparaît, bah, c'est la mort. Donc, la philosophie vitaliste considère qu'il y a un principe intrinsèque à la nature qui régit toutes les choses qui sont dans le vivant. Ça, c'est vraiment le principe qu'on retrouve en médecine traditionnelle indienne, en yoga, sous le principe du prana, en médecine chinoise, en médecine traditionnelle chinoise, dans le principe du qi, du ki. Au Japon, on a voilà, toutes ces terminologies qu'on retrouve aussi chez les Grecs. Par exemple, si on peut
peut dire, ah, bah, ce principe d'énergie vitale, ça pourrait être le principe du souffle vital, le pneuma pour, euh, pour les Grecs. Ça peut être aussi Chulel chez les Mayas, ça peut être Rao en hébreu. Il y a plusieurs terminologies qui indiquent cette possibilité qu'il existe dans la nature quelque chose qui régit le vivant, quelque chose qui est en lien avec la vie et que quand ce quelque chose il disparaît, c'est la mort. Donc ça, c'est vraiment une philosophie vitaliste et c'est pas quelque chose qui est accepté ou reçu par, on va dire, la science classique. Donc le principe, ce qu'on appelle énergétique en science, c'est ce qu'on a matérialiste, c'est pas ce qu'on appelle énergétique dans la philosophie vitaliste. Donc ça, c'est déjà deux définitions différentes. Et ensuite, il y a une troisième définition de l'énergétique qui là fait plutôt référence à ce que on devrait appeler plus précisément l'humorisme. Donc ça, c'est un peu bizarre comme terminologie, mais je vais vous raconter d'où ça vient. Et donc moi, là, j'utilise la terminologie énergétique plutôt pour faire référence à ce principe de base qu'on a en médecine traditionnelle européenne, qui est le principe des quatre grandes forces qui régissent le vivant, qui sont le chaud, le froid, le sec, l'humide, et qu'en fait, on appelle des qualités humorales. Donc en fait, ce qu'on appelle l'énergétique ou ce que vous trouvez parfois dans la tradition herboriste, quand vous trouvez par exemple des fiches de plantes sur Internet et qu'on vous dit ah, qualité énergétique, réchauffante, refroidissante. En fait, la terminologie énergétique, ça devrait être la qualité humorale, mais comme c'est un terme un peu bizarre, puis on ne sait pas trop à quoi ça fait référence, souvent on utilise énergétique. Mais bon, je voulais le préciser. Donc dans mon livre, par exemple, j'utilise la terminologie énergétique parfois en expliquant entre parenthèses humorale puis je vous ai expliqué. Mais voilà, pour être plus exact, on va parler en fait aujourd'hui des qualités humorales, des grandes qualités humorales, de ces quatre grandes forces qui régissent le vivant. Alors, énergétique vs humoral. Donc, humoral, c'est un peu un mot barbare, si vous comprenez bien que j'avais mis comme titre de conférence de ce soir. L'humoral, personne ne serait venu. Parce que ça parle absolument à personne. Donc, l'humoral, ça vient des humeurs d'Hippocrate, de Cos. Donc, la médecine humorale, c'est en fait la médecine qui nous provient de la Grèce antique, c'est la médecine traditionnelle européenne. Donc, juste pour remettre en contexte, et je ne vais pas trop rentrer dans les détails de ça, mais pour savoir qu'en fait, ce qu'on appelle la médecine traditionnelle européenne, donc ce que j'expliquais dans la dernière conférence que j'ai fait à ce sujet, il ne s'agit pas d'un mélange, enfin, d'une juxtaposition de savoirs un petit peu isolés qui ont été recollectés dans des campagnes. Par exemple, là, ben, il paraît que ma grand-mère m'a dit que telle plante était bonne pour la toux. Ah, ben, ma grand-mère m'a dit que telle plante, si j'en faisais un cataplasme sur les poumons, c'était bon pour la toux. Ah, bah, ma grand-mère m'a dit que si cette plante, je concassais la racine et que j'en faisais une pommade, c'était bon pour les articulations. C'est pas une juxtaposition de savoir isolé. En fait, ce qu'on appelle la médecine traditionnelle européenne, c'est un système médical qui était enseigné en université de médecine jusqu'au milieu du XVIIe siècle, allez, on va tirer jusqu'au XIXe siècle dans certaines universités, mais qui a été complètement abandonné avec l'arrivée de connaissances plus poussées en anatomie, en physiologie, avec la découverte de la circulation sanguine, avec la découverte aussi de la chimie, enfin avec l'avancée de la chimie et donc de la création des médicaments, on a complètement évincé ce système médical, mais c'est vraiment un système. Donc c'est pas une juxtaposition de savoir isolé, c'est vraiment un système qui permet d'avoir une lecture du corps, une lecture du vivant et du coup une méthode pour raisonner, comprendre les causes des déséquilibres et du coup savoir comment prodiguer des conseils en hygiène de vie, mais aussi peut-être utiliser les plantes. Du coup, cette médecine traditionnelle européenne, c'est un système et c'est pas une juxtaposition de savoir isolé. Et en fait, bah, c'est un système qui a plus de 2500 ans puisqu'il a été, il a émergé en Grèce ancienne. Donc la médecine traditionnelle européenne, en fait, elle est grecque. Elle vient Alors évidemment, elle a été enrichie, modulée au fil des ans, mais son origine, c'est la Grèce antique. Et donc, il y a plusieurs noms qui sont importants. Il y a tout ce qu'on appelle les philosophes pré-socratiques, donc ceux qui sont avant Socrate,
qui ont étudié l'univers, qui se sont posé des questions sur la vie, qui se sont posé des questions sur, ah, mais dis donc, qu'est-ce qui constitue le vivant? Comment a été créé l'univers? Et du coup, il y a un de ces grands, on va dire, penseurs qui s'appelait Asméon de Crotone. Donc, c'est environ 500 à moins 450 avant Jésus-Christ. Lui, il s'est dit, ah, si j'observe le vivant, j'observe qu'il y a quatre grandes forces qui régissent le tout. Le chaud, le froid, le sec et l'humide. Ça veut dire que si j'observe un corps, je peux voir que dans le corps, il y a un mélange de chaud, de froid, de sec, d'humide. Si je regarde cette plante, il y a un mélange de chaud, de froid, de sec, de l'humide. Si je regarde le feu, si je regarde la terre, si je regarde l'eau, en fait, il s'est dit que tout dans le vivant était constitué de ces quatre grandes forces, que moi j'appelle des forces énergétiques, mais en fait qui sont les quatre grandes qualités humorales. D'où vient ce nom humoral? Des grandes qualités humorales. C'est le chaud, le froid, le sec, l'humide. Donc ça, c'est un penseur, un philosophe, on pourrait dire même si c'est pas vraiment un philosophe en termes précis. euh, euh, c'est pas, c'est vraiment des pensées analogiques, c'est l'observation du vivant, c'est des grands questionnements sur l'univers qui ont permis à ces penseurs de se dire, ah, ben, il existe quatre grandes forces dans le vivant. Et donc ces quatre grandes forces, en fait, sont identifiées comme étant les quatre grandes forces qui régissent tout dans l'univers, tout dans le vivant. Et donc après Alcméon, il y a eu un autre penseur à peu près contemporain de lui, qui s'appelait Empédocle, Empédocle d'Agrigent, qui lui va observer les quatre grands éléments. Lui, il va se dire, ah, en fait, il existe quatre grands éléments. La terre, l'air, l'eau et le feu. Et donc, chacun de ces éléments va être rattaché à ses qualités humorales. Donc, le feu, pour les Grecs, il est chaud et sec. L'air, pour les Grecs, il est humide et chaud. La terre, pour les Grecs, elle est froide et sèche. Et l'eau, pour les Grecs, elle est froide et humide. Donc, c'est pas une vérité absolue, parce que celles qui connaissent l'Ayurveda ou qui connaissent la médecine chinoise, vous savez que les éléments, ils n'ont pas du tout les mêmes qualités. Pas tous. Le feu, si, peut-être ils sont tous d'accord. Mais sur les autres, pas forcément. Parce qu'en fait, c'est un système de pensée qui est un système de pensée analogique, qui se base sur l'observation du vivant et on fait des analogies. Et donc peut-être que dans le contexte dans lequel Empédocle il a élaboré cette théorie, et ben peut-être que sur son île l'air, l'embrun qui venait de la mer était chaud et humide et peut-être que la terre était tellement friable qu'il a considéré froide et sèche, non? En Ayurveda, on va pas avoir les mêmes qualités, en médecine chinoise, on va pas avoir les mêmes qualités. Donc, c'est très important de ne pas mélanger les systèmes. Voilà, c'est des systèmes de référence, c'est pas des vérités absolues. C'est des systèmes qui sont cohérents dans leur système, mais qui sont pas cohérents quand on prend des morceaux et qu'on les mélange. Donc ça, c'est aussi important. On peut étudier tous les systèmes, c'est enrichissant, mais dès qu'on commence à vouloir mélanger les éléments, par exemple, ça marche plus. Donc voilà, donc tout ça pour dire que on a ça. Et puis après, petit à petit, eh ben, on va avoir d'autres penseurs. Donc ensuite, on a Hippocrate de Cos, que vous connaissez certainement tous et toutes, un médecin grec, qu'on dit un médecin descendant de la famille des Asclépios, qui était une famille de médecins qui on disait qui étaient directement descendants du dieu de la médecine, Asclépios. Et donc Hippocrate, c'est le père de la médecine rationnelle. Et donc lui, il va un petit peu reprendre toutes ces pensées d'avant lui, de ces sages et de ces savants et de ces penseurs. Et lui, il va il va écrire énormément, énormément, énormément. Notamment, il va écrire sur les observations qu'il peut faire de l'influence des saisons, du climat, de la qualité de l'eau, des aliments, de la politique sur la santé. Et donc, il faut observer tout ça avant d'aller interroger quelqu'un pour le guérir, quoi. Donc, on a dans Hippocrate de Cause a laissé énormément de traces dans la médecine parce qu'on dit que c'est le père de la médecine rationnelle qui va vraiment essayer de chercher la cause première des maux et qui va créer une vraie éthique du médecin aussi. Et puis, c'était un médecin qui n'était pas juste médecin, il avait aussi d'autres
professions ou d'autres savoirs qui crée vraiment une pratique globale. Et il est le père de ce qu'on appelle la théorie des humeurs. Donc pour Hippocrate, la santé, c'est quand les humeurs, le sang, la lymphe, la bile jaune et la bile noire, ils sont en équilibre dans le corps. Et chacune des humeurs est habitée par des qualités humorales. Donc par exemple, le sang, il est chaud et humide. La bile jaune, elle est chaude et sèche. La bile noire, elle est froide et sèche. La lymphe, elle est froide et humide. Et donc, en fait, il crée tout un système. Enfin, il crée pas vraiment un système. Il parle beaucoup de ça. Et il dit, voilà, quand quelqu'un a un excès de lymphe, de flegme, il va avoir un excès d'humidité et de froid. Et donc, peut-être que cette personne, c'est parce qu'elle est exposée à un climat froid, un climat humide, qu'elle mange trop d'aliments humides, etc., etc. Et donc après Hippocrate de Cos, on a aussi Aristote, donc comme un grand philosophe qui est connu, qu'on connaît tous, qui a aussi parlé des qualités humorales, qui a aussi parlé de la santé, parce qu'à l'époque, la médecine et la philosophie étaient intimement liées. On était vraiment dans une tentative de comprendre l'être humain, de comprendre le vivant. Et donc on a vraiment une imbrication, un vrai mélange, une vraie recherche commune et deux matières qui se nourrissaient les unes les autres. Et d'ailleurs, l'astronomie, pardon, nourrissait également donc l'étude des astres, mais on avait aussi euh, évidemment bah, l'étude des plantes. On avait vraiment donc tout un ensemble de pratiques qui se nourrissaient les unes les autres. Donc, tout ça pour vous dire que cette médecine européenne, elle est nourrie par aussi la philosophie, ce qui est vachement intéressant, parce que du coup, c'est pour ça qu'on a quelque chose de très poétique et de très, pour moi, qui me fait vibrer peut-être aussi dans cette pratique, c'est qu'il y a une dimension vraiment d'étude du vivant et de compréhension d'une sagesse du vivant, d'une dynamique du vivant. Et puis, il y a des images qui sont utilisées qui, moi, personnellement, me paraissent extrêmement riches. Et puis, par ailleurs, toute cette médecine traditionnelle est aussi reliée au mythe. Elle est aussi reliée à la mythologie grecque qui constitue notre culture, notre patrimoine culturel. Donc, on a aussi tout cet héritage-là qui fait partie. Et puis après, on a un autre médecin, donc quand même plus tard, parce que c'est au moins 6 siècles plus tard, Galien, Claude Galien, qui est un médecin grec qui était médecin à la cour de Rome, enfin à la cour, c'était plutôt un empire romain, donc à l'empire empire romain, et qui, lui, a repris toute la pensée des philosophes avant lui et d'Hippocrate de Cos, et il a créé ce qu'on appelle la théorie des tempéraments. Et donc lui, c'est lui qui a classifié en fait tout ce qui est la médecine traditionnelle européenne, qui a été ensuite enseignée en université de médecine. Je vous passe toute l'histoire parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est parti, c'est une vraie épopée. C'est parti en Perse, puis après ça a été mélangé avec des savoirs venant d'Inde, et puis ça a été traduit en arabe, et puis après ça a été enfin en syriaque, en arabe, et puis ça a été ramené en Espagne par la conquête des morts, puis ça a été transmis dans les universités de médecine à partir du 9e siècle, première université de médecine au 9e siècle. Donc, c'était vraiment une pratique qui était transmise dans les universités de médecine. Donc, ça, c'est très important de le savoir et qui a complètement disparu avec, on va dire, la, 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 la création enfin, l'avènement, on va dire, enfin, l'évolution, on va dire, de la médecine, de l'anatomie, de la physiologie, la découverte de la circulation sanguine, ça je vous l'ai déjà dit, la découverte de la cellule plus tard, la découverte des germes, et puis du coup le début de la chimie et donc des médicaments chimiques. Et donc, du coup, effectivement, quand on dissèque un corps, bah, on a du mal à voir vraiment le chaud, le froid, le sec, l'humide. Donc, vous comprenez en fait pourquoi ça a été abandonné. C'est que cette pensée-là, elle était plus du tout valide scientifiquement. On se dit, bah, quand je dissèque un corps, en fait, je vois pas de chaud, de froid, de sec, d'humide. Donc, ça n'a absolument aucun sens. Et pour autant, pourquoi du coup, ça pourrait être si intéressant de perdurer avec ces savoirs-là?
alors que ça a apparemment plus beaucoup de sens puisqu'on a fait des progrès avec la médecine allopathique. Alors pour moi, c'est une pratique qui est extrêmement riche parce qu'elle nous parle du terrain. Grâce à la lecture de ce qu'on appelle, enfin, du chaud, du froid, du sec et de l'humide, dans un corps, on va pouvoir déterminer, par exemple, la nature de la personne. Est-ce que c'est une personne qui a une dominance plutôt de chaleur et d'humidité, ou de chaleur et de sécheresse, de froid et d'humidité, ou de froid et de sécheresse? Est-ce que tel organe, il est plutôt chaud, froid, sec, humide? Donc, on peut avoir une personne dans sa globalité qui est plutôt chaude et humide, mais qui va avoir un organe plutôt froid et sec. Et donc, du coup, ça va nous permettre de comprendre aussi possiblement la cause de déséquilibre de santé. Une personne qui va aux toilettes, qui va pas aux toilettes, qu'on pourrait dire qui est constipée, elle peut être constipée pour plusieurs raisons. Si en médecine traditionnelle européenne, on se rend compte que cette personne, elle a les lèvres sèches avec des gerçures, elle a beaucoup de rides autour des yeux, que quand elle tire la langue, elle a des fissures sur la langue, que si je prends son pouls, c'est un pouls qui est assez étroit, qui est assez fin, bah, peut-être que je vais me dire, ah, j'ai des informations, peut-être que ta constipation, c'est un excès de sécheresse. Peut-être que du coup, dans l'accompagnement, je vais lui donner plutôt des plantes qui sont humidifiantes. Peut-être que je vais lui donner des aliments qui sont plus humidifiants, avec du gras, beaucoup d'eau, des fibres mucilagineuses, etc., etc. Donc, c'est complètement différent que cette même une autre personne qui me dit qui est constipée vient me voir et je vois sur sa langue qu'il y a beaucoup de bulles, une langue qui est gonflée, qui a un pouls qui est ample, qui est sourd, et que je vois que on a un corps avec plus de d'eau, avec des tissus assez tombants au niveau des joues, des traits qui sont tombants au niveau de la bouche. Bah, je vais peut-être me dire, ah, peut-être qu'il y a un excès d'humidité chez cette personne, possiblement une humidité qui va entraîner un prolapsus de ces tissus, mais en même temps, en plus, une humidité qui témoigne de surcharge à l'intérieur du corps, qui sont de nature humide et qui font qu'il y a une stagnation. Peut-être même que comme ces tissus sont en prolapsus, son côlon il est distendu, il est détendu, donc il fait pas assez son travail il n'est pas assez fonctionnel pour faire avancer le bol alimentaire, enfin les matières fécales jusqu'à l'évacuation. Donc je ne sais pas si vous me suivez parce que je vais peut-être un peu vite, mais ce que je veux dire, c'est que ça nous permet quand même de faire une lecture du corps, d'aller chercher des signes qui vont dans un sens pour nous donner une information sur la cause possible du trouble. Ensuite, on a du coup tout un tas de possibilités en termes de nutrition, en termes de plantes médicinales, en termes de pratiques, bah, pour enrichir et affiner notre accompagnement. Moi, quand j'ai appris la naturopathie au Sénato, j'ai adoré mes formations, j'ai trouvé ça merveilleux, mais je trouvais qu'il manquait de l'individualisation, même si on apprenait les tempéraments, même si on apprenait plein de lectures, il y en avait plein d'outils qui venaient un peu de partout. On avait un espèce de mélange. On apprenait le pouls, mais on apprenait le pouls de la médecine chinoise, alors que là, on a quand même un pouls en médecine traditionnelle européenne aussi. Et donc, du coup, j'apprenais des trucs qui venaient un peu de partout. Et puis, j'avais l'impression qu'en fait, une constipation, bon, on la traitait un peu pour tout le monde pareil. Dans mes cours de constipation, ah, bah, il faut donner plus d'eau, et puis il faut donner telle plante, telle plante, telle plante. Et ben, je me suis dit, je suis pas satisfaite de ça. Et quand j'ai cherché, j'ai trouvé qu'en Ayurveda, il y avait d'autres choses, en médecine chinoise, il y avait d'autres choses. Et je me suis rendu compte que dans la médecine traditionnelle européenne, qui était aussi légèrement enseignée en naturopathie, eh ben, il y avait plein d'informations pour plus individualiser les accompagnements. De la même manière pour les plantes médicinales, quand vous comprenez ce que ça veut dire le principe de chaleur dans le corps, et quand vous comprenez ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça fait qu'une plante, elle est réchauffante, une plante, elle peut être réchauffante parce qu'elle va activer un métabolisme, elle va soutenir une fonction, elle va augmenter la circulation sanguine, parce qu'elle va apporter ce qu'on appelle du coup un principe de chaleur. Quand on comprend ce que c'est qu'une plante qui va réchauffer, eh ben, on va se dire, bah, du coup, sur cette personne qui manque de chaleur, dans cet organe, je vais lui apporter cette plante qui va réchauffer. Par exemple, un poumon froid et humide avec des mucosités tout l'hiver, toute l'année, je crache un peu, je mouche un peu, le mucus il est épais, ça a du mal à sortir, c'est assez chronique. On a un signe de froideur du poumon qui n'arrive pas à faire son travail et d'humidité excessive. On a une plante merveilleuse qui est chaude et sèche, donc qui va apporter la chaleur, augmenter la circulation du sang au niveau des poumons et qui va permettre de faire sortir les mucosités, qui va avoir une action asséchante. C'est le thym, par exemple, ou l'origan. Donc, c'est par exemple une plante qui va venir équilibrer ce type de problématique au niveau du poumon.
Donc ça, c'est par exemple le principe de chaleur et un principe pour une plante. Ça va être, par exemple, cet exemple-là. Par exemple, une plante qui va refroidir, ça va plutôt être une plante, comme celle que je vous ai mis là, qui va calmer les métabolismes, qui va calmer, ralentir les métabolismes. Donc calmer le système nerveux, par exemple. Ralentir une fonction, qui va apaiser une inflammation, calmer une douleur, etc., etc. La liste est non exhaustive, mais du coup, c'est une plante qui va être refroidissante, tout comme un aliment qui va être refroidissant va avoir une fonction qui va aller dans le sens du refroidissement. Et donc, une personne qui a un feu digestif excessif avec beaucoup de sécrétions, donc si elle est si elle a un feu digestif, si elle a une digestion qui est trop rapide, qu'elle a des muqueuses qui sont inflammées parce qu'il y a trop de rapidité, parce qu'il y a trop de sécrétion d'acidité gastrique. Donc, on a des muqueuses qui vont petit à petit, en fait, s'inflammer. Euh, et qu'on a une personne qui est hyper active, qui a un système nerveux qui ne s'arrête jamais. On va avoir une personne peut-être avec un excès de chaleur au niveau psychique, mais aussi au niveau digestif. Donc, on va peut-être apporter des plantes refroidissantes. Et dans ce cas-là, on va aller chercher des plantes qui vont calmer le système nerveux, qui vont ralentir la digestion, qui vont peut-être calmer l'inflammation des muqueuses, par exemple. Ça, c'est un exemple. Ensuite, on peut avoir des plantes qui vont assécher, comme pour l'exemple du thym que je vous ai donné. Une plante qui va assécher, bah, c'est une plante qui va avoir une action qui va possiblement assécher, dans le sens où enlever les déchets de nature humide, euh, aider à renforcer les tissus, à, à- à apporter de la structure au tissu, etc., etc. Donc une personne qui a trop de déchets de nature humide, qui manque de tonus dans ses tissus, peut-être qu'elle va avoir besoin de plantes asséchantes, d'aliments asséchants, de pratiques asséchantes. Et peut-être qu'une personne qui a un excès de sécheresse, qui va avoir beaucoup de rides, qui va être avec les lèvres gercées, qui va avoir des fissures sur la langue, qui va manifester des signes de tension, ça craque partout. Peut-être que cette personne elle va avoir besoin de plantes humidifiantes. Et des plantes humidifiantes, elles peuvent agir sur plein de plans. Elles peuvent humidifier en apportant de l'huile, de l'eau, des mucilages, travailler sur les tissus pour les détendre, etc., etc., etc. Donc la liste, elle est non exhaustive, mais c'est pour vous expliquer un petit peu qu'en fait, quand on comprend la cause du déséquilibre, en arrivant à lire ce chaud, ce froid, ce sec et l'humide dans le corps, et qu'on comprend comment on peut accompagner grâce à des plantes, grâce à des aliments, grâce à des pratiques pour venir rééquilibrer, et bien dans ce cas-là, on est dans une démarche qui est vraiment holistique, qui est vraiment causaliste et qui permet du coup de travailler sur tous les plans de l'être en étant beaucoup plus précis dans nos accompagnements. Et en fait, c'est là où les plantes, c'est pas une liste d'indications sans fin thérapeutique où on dit, ah bon bah tiens, cette plante, elle est bonne pour ça, pour ça, pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. Ah, puis cette plante, elle est bonne pour ça, pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. Puis on se retrouve avec 20 plantes pour le foie qui sont bonnes pour le foie et on se dit, bah, elles sont toutes pareilles. Moi, en naturo, je me disais, bah, entre toutes ces plantes pour le foie, en fait, au pif, je choisis. Mais en fait, pas du tout, parce que chaque plante a sa manière de fonctionner et sa qualité dominante humorale. Parfois, il y a des plantes qui sont plus marquées que d'autres. Mais quand on comprend tout ça, bah, du coup, on arrive à individualiser d'autant plus les accompagnements. Puis c'est compliqué parce qu'en plus, les plantes, selon les parties de plantes qu'on utilise, les galéniques qu'on utilise, les formes d'usage du coup qu'on utilise, il y a certaines qualités humorales qui vont être différentes aussi. Donc, c'est un petit peu cette idée-là de de ce chaud, de ce froid, de ce sec et de l'humide. C'est pour ça que moi, je trouve ça tellement fascinant. Je trouve ça tellement fascinant parce que, en fait, ça nous permet, en utilisant une analogie du vivant, quelque chose qui est accessible avec nos sens, quelque chose qui est accessible avec notre sensibilité. C'est quelque chose qui permet de comprendre beaucoup de mécaniques qui sont présentes dans le vivant, autant dans dans le corps que dans les plantes, que dans les aliments, que dans la nature en général. Tout peut être défini par ce chaud, ce froid, ce sec, l'humide. Même une tasse, non? Donc, ce que je veux dire, c'est que ça permet vraiment d'accéder à un savoir qui est peut-être plus sensoriel
et qui permet aussi de faire des liens et des ponts avec le vivant. Et du coup, d'avoir une finesse dans la lecture. Donc un corps, on a des outils en médecine traditionnelle européenne pour lire le corps, pour pouvoir discerner ce chaud, ce froid, ce sec, cette humidité, et savoir du coup qu'est-ce qui domine à un endroit ou à un autre, non? Donc c'est extrêmement intéressant. Et du coup, je trouve que ça apporte une vraie finesse dans l'accompagnement. Et si on regarde bien, cette tentative de décrire le vivant à travers ce prisme du chaud, du froid, du sec et de l'humide, elle existe dans plusieurs traditions médicinales du monde. Par exemple, au Mexique, les guérisseuses traditionnelles, elles parlent de chaud, de froid. Et ça est les mêmes choses. Si on rattache à l'Ayurveda, à la médecine traditionnelle chinoise, on retrouve ça. Médecine traditionnelle arabe aussi, parce que ça vient de la même racine que la racine que de la médecine grecque. Ça a été repris de la médecine grecque, en fait. Mais on a ce langage-là en commun avec de nombreuses traditions. C'est comme si c'était quatre grandes forces qui vivaient dans le vivant. C'est comme le yin et le yang, non? Le chaud, le froid, le yin, le yang, le sec, l'humide, le yin et le yang, non? Donc, vous avez toute une liste de qualités comme ça que vous pouvez retrouver, de description du vivant, et qui vous donne vraiment une compréhension. Donc, c'est un petit peu ça dont j'avais envie de vous parler ce soir, de cette dynamique du chaud, du froid, du sec, de l'humide. Je pourrais en dire tellement plus, mais en même temps, si j'ouvre plus la boîte, ça sera infini. Donc, ce que je vous propose plutôt, c'est de vous laisser un temps de questions, de réponses, si ça vous intéresse, bah, peut-être pour aller voir si ça a provoqué des questionnements chez vous, parce que je viens de vous raconter. En tout cas, merci pour votre attention. Alors, si vous n'hésitez pas, si vous avez envie de partager quelque chose ou si vous avez une question. Peut-être que vous êtes frustré, que vous en vouliez encore. Je veux juste dire, j'ai pas vraiment de questions, mais c'est fascinant. Moi, je suis complètement novice là-dedans et voilà. Donc voilà, je trouve ça fascinant, mais j'ai pas de questions parce que c'est tellement, ça paraît tellement vaste que tout de suite là, j'ai rien qui me vient. Mais merci beaucoup parce que c'était vraiment très très intéressant. C'est, Hmm. ouais. Je rejoins Céline, c'est super intéressant. Moi, je me suis formée, j'ai commencé à me former en Ayurveda et en fait, initialement, avec l'Ayurveda, j'y suis venue, mais parce que c'était trop tôt pour moi de me former en herbalisme. Et je voulais, l'idée principale de mon projet, c'était de me former en herboristerie herbaliste et d'appliquer les fondements de l'Ayurveda en France avec les plantes qu'on avait en Europe. Mais en fait, c'était là, c'était sous nos yeux. Et toi, tu l'apportes, tu nous sers ça sur un plateau d'argent. Donc, non, c'est super, c'est passionnant. Hmm. Merci. Juste pour, en fait, c'est qu'aussi, c'est pas facile à trouver. C'est-à-dire que c'est pas une pratique, c'est une pratique complètement oubliée. Et même en école de naturopathie ou en herboristerie, on en parle un petit peu, mais vraiment très, très peu. Et c'est vraiment, en fait, en Suisse que ça a été ravivé parce que le diplôme fédéral suisse de naturopathie, c'est le diplôme officiel, c'est en médecine traditionnelle européenne. Et donc, moi, quand je suis arrivée dans l'école à Lausanne, qu'on m'a demandé de donner des cours de ça, je me disais, mais OK. Et il me disait, bah, il n'y a pas de livre qui existe en français. OK, donc super. Donc, en fait, c'est une pratique qui est beaucoup utilisée dans la pratique des Heilpraktiker en Allemagne. Donc, il y a beaucoup d'ouvrages en allemand et puis il y a des ouvrages qui sont plutôt anglo-saxons. Et donc, du coup, puis après, il y a des choses parsemées comme ça en français. Mais sinon, il faut aller vraiment reconstituer un savoir. Donc, ça a été un petit peu un chantier de ces dernières années. C'est pour ça que bah, le livre est né de ça et que c'est un pavé parce qu'il n'y a pas d'autres livres manuels qui existent en français. Enfin, il y en a un autre qui s'appelle Traité d'introduction, un truc comme ça, mais franchement, il a été écrit par plusieurs auteurs et moi je trouve qu'il est un peu décousu.
Donc, je fais pas de la pub pour ce bouquin, il est un peu technique, mais c'est un vrai travail de recherche qui essaye de regrouper tout ce savoir-là. Donc, c'est aussi pour ça que c'est normal, Charlotte, que tu sois allée vers l'Ayurveda, parce que, en fait, peu de gens savent qu'on a ça chez nous. Et c'est vrai qu'il y a eu une rupture du savoir. Donc peut-être qu'en Ayurveda ou en médecine traditionnelle chinoise, comme il y a eu une continuité, il y a plus de densité dans la transmission qui est possible, entre guillemets. Il y a eu moins de rupture que dans la médecine traditionnelle européenne. Mais ça existe. Bravo pour tout ce travail, en tout cas, merci. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je regarde dans le chat. Mhm. Merci Fédé pour ton livre, pour d'avoir acheté mon livre. Vous avez d'autres questions, envie de partager quelque chose? Bon, bah écoutez, si jamais, si jamais, on va clôturer cette rencontre. Euh, et alors, Charlotte, d'ailleurs, Charlotte, tu as réussi à venir, c'est déjà super. J'avais vu ton petit mail tout à l'heure. Alors, si vous avez plus de questions, bah, on va peut-être terminer la rencontre pour ce soir. Et si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à revenir vers moi si cette formation que je propose, ça peut vous intéresser euh, pour enrichir vos pratiques. Euh, N'hésitez pas. Voilà. Je regarde. Eh ben, je vous remercie. Bonne soirée. Peut-être à une prochaine pour une autre rencontre en live. Ce format, il vous plaît? Ouais, très bien. Super. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée, à À tout bientôt. le monde. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée.